Ah, aujourd'hui j'avais envie de rire un peu avec vous, sémillants visiteurs, et je me suis dit, quoi de mieux que de se moquer du film Les Trois Mousquetaires de Paul W.S. Anderson. J'en avais d'incroyables souvenirs, des dirigeables, Milady qui fait du kung-fu, un délire de bout en bout. Je me suis dit qu'on allait pouvoir cracher dessus et se moquer en toute impunité, alors je me suis empressé de le revoir pour prendre quelques notes. Et par rapport au film, je m'attendais pas à ça, parce qu'en fait, c'est pas si mal, hein, voilà, et le dirigeable cachait la forêt. Bon, allez, chaussez vos plus belles bottes et accrochez vos capes, direction le début du XVIIe siècle, on va en parler un peu. Les Trois Mousquetaires est un film de Paul W.S. Anderson sorti en 2011. C'est une nouvelle adaptation du roman français éponyme écrit par Alexandre Dumas et Auguste Maquet en 1844 et qui nous conte les aventures d'Athos, Porthos et Aramis, mousquetaires du roi, ainsi que du jeune D'Artagnan qui arrive tout juste à Paris depuis sa Gascogne natale en 1627. Oui, je me suis changé, j'ai trouvé que c'était un peu plus approprié pour le sujet du jour. D'ailleurs, si les Trois Mousquetaires s'appellent les Trois Mousquetaires alors qu'ils sont 4, c'est parce que D'Artagnan ne devient mousquetaire du roi que dans la toute dernière partie du livre. Voilà, comme ça vous saurez quoi répondre aux gens qui vous posent la question. Côté casting, on a une équipe qui casse la baraque en la présence de Milla Jovovich pour camper Milady, Matthew Macfadyen, Luke Evans et Ray Stevenson qui nous régalent avec leurs interprétations simples mais efficaces des Trois Mousquetaires, et un Orlando Bloom des grands jours qui cabotine comme jamais dans les élégants habits du duc de Buckingham. Christopher Waltz campe un Richelieu plus vrai que nature, et le jeune Logan Lerman, un D'Artagnan qui pour une fois a un âge qui semble correct, extrêmement rare pour une adaptation des Trois Mousquetaires. On notera que tout le casting a énormément travaillé sur l'escrime et les combats, ce qui se sent beaucoup tout au long du film. Notre Richelieu dans ses attitudes est un excellent entre-deux entre celui du livre et le personnage historique. On sent que Christopher Waltz a très bien fait ses recherches et son travail sur ce coup. Le film reçoit un accueil critique très mitigé et se vautre au box-office. Milla Jovovich aurait d'ailleurs reproché à la société de production d'avoir bâclé le travail de promotion du film au profit de Twilight. Bref, dès sa sortie, cette nouvelle version des Trois Mousquetaires était mal aimée. Nous interrompons notre programme pour un communiqué officiel. Mesdames et messieurs, visiteurs et visiteuses, après 5 ans d'existence de cette chaîne, je vous annonce que ça y est, nous sommes officiellement une vraie chaîne francophone sur YouTube, car le sponsor du jour n'est autre que NordVPN. Rappelons que NordVPN est un service de réseau privé virtuel qui vous permet de protéger vos données sur Internet, élu tout simplement produit de l'année 2024 par les Français et les Françaises. C'est un outil de cybersécurité tout en un qui vous permet de chiffrer vos données pour garantir votre anonymat et votre confidentialité. Il intègre aussi une protection anti-menaces, comme les malwares et les virus qui traînent sur l'Internet. Le tout disponible jusqu'à 6 appareils en simultané, y compris Apple TV et Android TV. Moi par exemple, je trouve ça très pratique pour tromper les sites de réservation en ligne qui essayent de vous arnaquer en vous facturant. De plus en plus cher, un produit ou un voyage qui vous intéresse. Avec NordVPN, terminez ces cachotteries. Et c'est également très pratique pour aller voir des films ou des séries historiques qui ne seraient pas disponibles dans notre pays. Et pour vous qui m'écoutez en ce jour exceptionnel, avec le lien en description ou avec le code ICARUS, 4 mois supplémentaires offerts sur les abonnements de 2 ans, soit seulement 2,91 € par mois. Satisfait ou remboursé les 30 premiers jours, qui vous laisse largement le temps de tester la sécurité en toute sécurité. Voilà, évidemment c'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour cette chaîne. De belles et nouvelles aventures nous attendent grâce à NordVPN et à votre soutien. Merci à tous et à toutes. Vous pouvez désormais reprendre une vidéo normale. Les costumes civils. Oui, bah voilà, c'est comme ça que j'étais au début du film, sans voix, parce que c'est... Eh bah c'est bon, hein, aussi étonnant que ça puisse paraître, aussi délirant que ça puisse être parfois, c'est globalement bon, voilà. Pire que ça, on a des vraies notions de mode, c'est extrêmement rare dans les films historiques, alors un film qui se veut second degré, hein, bah voilà, je sais plus quoi dire. Hein. Quand on parle de notion de mode, on a évidemment l'évidence au travers du personnage de Buckingham, qui est à la pointe du raffinement et du bon goût de son époque.
très cohérent vis-à-vis du livre, mais surtout sur quelque chose de plus subtil. Il y a un vrai marqueur entre les modes des riches et les modes du peuple déjà, mais aussi dans les modes entre les différentes tranches d'âge. Vous le voyez encore de nos jours, des personnes âgées se tiennent assez peu à la mode vestimentaire et préfèrent conserver la mode de quand elles étaient plus jeunes. Eh bien, au XVIIe siècle, c'est pareil. Les personnes âgées vont être habillées avec quelques années ou quelques décennies de retard. Tenez par exemple la fraise, cette pièce de tissu plissé qui se porte autour du cou, c'était très à la mode au XVIe, mais ça passe au XVIIe pour ne plus être porté que par des gens un peu âgés ou très classiques. On le voit parfaitement appliqué dans le film. Est-ce que vous imaginez le niveau d'approche de la cohérence pour des personnages qui ont au mieux une ligne de dialogue? C'est du pur délire. En gros, à cette époque, on a une chemise assez ample, dont le col et les poignets sont assez larges et parfois en dentelle. On a des sortes de collants en laine avec des chaussures basses et une culotte par-dessus. Ici, c'est un modèle dit à la vénitienne qui succède progressivement aux culottes bouffantes très courtes à la mode du XVIe siècle et qui vont s'allonger petit à petit. On porte par-dessus un pourpoint de laine avec beaucoup de boutons, c'est très à la mode à l'époque les boutons. Le col et les manches de chemise dépassent et hop, voilà une tenue toute basique et on en trouve plein dans le film avec des variations souvent assez pertinentes. Alors certes, on peut reprocher quelques écarts dans la mode, les tenues des personnages féminins sont parfois discutables, ou très discutables dans le cas de Milady, mais franchement, dans quel autre film dont on a parlé, on a ce niveau de détail dans la mode des simples figurants, hein? Ah, évidemment, tout cela est propre, bien entretenu, parfois un peu sale et un peu usé, mais jamais dégueulasse comme dans les films historiques à la mode. Finalement, c'est une représentation joyeuse et plutôt pas mauvaise de cette période. Pas mal, non? C'est français. Les militaires. Ah, alors là, ça va se gâter un peu, hein. C'est pas si pire, mais c'est pas si bien non plus. Bon, commençons par le négatif. Les gardes du cardinal sont quand même très nombreux, trop nombreux. Bon, le fait qu'il y ait une armée personnelle, c'est pas si inintéressant, parce qu'à l'époque, tous les seigneurs ont leur propre armée. L'armée française royale va commencer à se construire à ce moment-là, mais grossièrement, à cette période, elle vaut un peu celle des autres. Pendant les guerres, on va combiner les armées de tout le monde pour aller se battre. Mais évidemment, cela rend les luttes de pouvoir et d'influence bien plus dangereuses, puisque tout le monde a un peu sa propre armée. Hein. Dans l'idée, c'est intéressant, mais dans les faits, les habiller tous en noir et rouge, c'est quand même leur coller une grosse étiquette de méchant, le tout avec une croix des hospitaliers qui n'avait absolument rien demandé à personne à ce moment-là. Bref, c'est un peu naze. Notez que les casques sont plutôt bons et les cuirasses pas si mauvaises non plus. Le coup des armures noires, c'est un effet de style pour faire méchant, mais en fait, eh bien c'est très à la mode à cette époque. En ne polissant pas les armures, on leur met peinture ou vernis dessus, et zou, ça coûte moins cher, on peut équiper plus de pimpins pour aller à la bagarre rapidement, c'est pratique. Richelieu à cette époque a sa garde personnelle constituée sur insistance du roi de France afin de le protéger des tentatives d'assassinat qui étaient assez fréquentes. Comme il n'y a pas d'uniforme à cette époque, on a des gens en costumes assez variés, parfois équipés avec des pièces d'armure, mais surtout avec des casaques pour ses mousquetaires. Parce que si le roi avait les mousquetaires du roi, le cardinal avait bel et bien ses propres mousquetaires. Et comme dans les nombreuses adaptations des Trois Mousquetaires, il portait bel et bien une casaque rouge. Les casaques des mousquetaires du roi sont un peu approximatifs d'ailleurs, mais bon, c'est le modèle classique, il manque de volume, il manque de boutons surtout. Une casaque classique, c'est vraiment plus ambitieux que ce qu'on voit d'ordinaire. Souvent les personnages ont des demi-capes d'ailleurs, ça se portait encore beaucoup, sur une épaule ou en travers du dos. Très bon point pour le film là encore. Les costumes de D'Artagnan et des mousquetaires, pour le coup, sont très personnages principaux, c'est-à-dire pas si mauvais, plutôt bons même, mais avec des arrangements que je qualifierais d'audacieux. Oui, audacieux. Enfin bon, pour autant, ça colle assez bien aux descriptions du livre. Un Aramis toujours bien habillé, avec des références religieuses, un Athos un peu austère et toujours tiré à quatre épingles, Porthos remarquablement habillé et très soucieux de son apparence, et D'Artagnan un peu impétueux dans sa jeunesse. Voilà, lorsqu'ils ne portent pas leurs espèces de tuniques en cuir avec une croix dégueulasse dessus, nos mousquetaires ne sont pas si mal dans l'idée. En plus de ça, Aramis et Athos sont toujours habillés de velours noir, et ça, c'est exactement comme quand le roi voulait que ses mousquetaires soient encore plus beaux qu'à l'ordinaire. Pas si mal comme détail historique, pas si mal. Si je devais chipoter, je dirais qu'ils ne devraient pas avoir leurs bottes tout le temps, c'est réservé à la guerre ou aux chevauchés. En temps normal, ils avaient plutôt des souliers bas, comme les miens. Et comme Richelieu, qu'on voit s'entraîner au combat à un moment d'ailleurs, c'est remarquable ça. Il est tellement peu montré dans ce contexte. Alors que dans le roman, à un moment, Richelieu, il est bel et bien en tenue de combat. Là, c'est de l'entraînement à l'escrime, mais bon, il porte un buffletin, c'est-à-dire une sorte de tunique en cuir épais et solide, qui tient lieu d'armure, alors ça peut être à la guerre ou à l'entraînement. Enfin, c'est un détail, mais c'est quand même un très beau détail, chers visiteurs. Le beau détail, c'est important, le beau détail. Armes et détails.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que le film fourmille de détails. Le pire, c'est que même si certaines choses sont souvent trop tardives, beaucoup, y compris dans les plus étonnantes, eh bien ne sont pas si mauvaises. Et là où selon moi le film engrange encore des points, c'est qu'il en fait rarement des caisses. Quand on a l'œil, on se rend vite compte que beaucoup d'objets qu'on voit très rarement à l'écran sont en fait des trucs dont on aurait pu faire beaucoup de choses rigolotes en appuyant lourdement dessus. Mais le film préfère se concentrer sur son histoire et son ensemble. Très franchement, c'est excessivement rare. Tenez par exemple, cette dague qu'Athos balance pour tester les pièges au début du film. Ça n'a l'air de rien, n'est-ce pas? Eh ben je suis prêt à parier qu'en fait c'est une main gauche trident, c'est-à-dire une dague utilisée dans la main gauche lorsqu'on a une épée dans la main droite, exactement comme celle-ci. Et si on appuie sur un bouton, hop, la lame se déploie pour former un trident, pratique pour bloquer et maîtriser l'épée de l'adversaire. Oui, bon, bah pas comme celle-ci, hein, parce que pour le coup, ça, c'est un modèle à coquille. Parce que pour protéger la main, il y a une sorte de coquille. Comme d'hab, il n'y a pas beaucoup d'imagination pour nommer les trucs, hein, je sais. Bref, on voit beaucoup d'armes expérimentales, des haches-pistolets, des arbalètes de poche et tout un tas de bidules qui ne sont pas si mauvais. Pas si mauvais, hein, oh, n'ayons pas peur des mots, c'est quand même plutôt bon, hein, voilà. Après, tout ne l'est pas, on va se calmer, hein. Souvent, on voit des pistolets à silex qui sont plus tardifs de presque un siècle, et Milady a un moment à ce qu'on appelle un pistolet à coffre. Il s'agit d'une arme de petit calibre, très facile à cacher, qui dans le film a quelques décennies d'avance, au minimum, sur les premiers modèles. Bon, c'est vrai que je chipote, mais c'est bien vu dans le contexte. Ce sera utilisé jusqu'au 19e siècle, c'est encore très facile à trouver d'occasion. Mais de manière générale, les armes que l'on voit de près, elles sont plutôt bonnes. On a majoritairement des pistolets à rouet, un système mécanique qui se développe dans le courant du XVIIe siècle et qui fonctionne comme un briquet. On frotte la pierre, ça fait des étincelles, ça enflamme la poudre et le coup part. C'est très ingénieux, mais un système cher parce qu'il nécessite tout un mécanisme d'horlogerie pour fonctionner correctement. Rochefort en utilise une paire très souvent, Milady également, on en voit assez régulièrement en fait. On voit également quelques pistolets Doglock, ce sont les premiers mécanismes de mise à feu à silex, c'est une précision très bienvenue. Tous les mousquets ne sont jamais vus de près, ce qui évite les erreurs de modèle qu'on voit trop souvent dans les films, et ça c'est très bien vu aussi. Celui-ci, c'est le bon modèle. Les armes blanches, écoutez, ben là encore c'est bien. Nos mousquetaires ont des rapières à lame assez large, des mains gauches de divers types. Souvent on voit aussi quelques armes d'as sur les gardes, des guisarmes, des hallebardes pour l'essentiel. Les modèles sont cohérents pour l'époque et pour l'usage. Oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est bien, c'est bien. Enfin, je sais que vous aimez quand je tape sur des films, mais à un moment faut savoir être honnête et accepter le bien. Avez-vous songé à accepter le bien dans vos vies, ces millions de visiteurs? À accepter le bien dans vos cœurs? Je sais, l'être humain voit toujours plus facilement le mal que le bien et s'y intéresse plus facilement aussi, mais vraiment vous devriez arrêter. Accepter le bien dans votre cœur. Sinon on peut parler des dirigeables aussi. Alors oui, c'est un délire complètement clockpunk, hein. Le clockpunk c'est du rétrofuturisme, c'est-à-dire une projection du futur, comme la science-fiction pour nous, mais qui part d'une époque plus ancienne. Le plus connu c'est le steampunk, qui part du 19e siècle, mais le clockpunk c'est quand vous partez du 16e au 18e siècle, avec comme technologie principale les mécanismes d'horlogerie au lieu de la vapeur. Steampunk égale vaporpunk, clockpunk égale horlogerie punk. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez qu'on parle de ça un jour, j'ai beaucoup étudié la question sur mon temps libre, et il y a tant à en dire. Bref, les dirigeables à cette époque, c'est de la science-fiction. Le premier vol en montgolfière est français et date du 19 septembre 1783, soit 156 ans après la période du film. Toutefois, les canons à l'intérieur ne sont pas si mauvais. Le lance-flamme est un peu expérimental mais connu depuis le Moyen-Âge. En Europe, on ne l'utilisait plus guère, en revanche, en Chine et en Corée, un peu plus. On a aussi une sorte de ribaudequin un peu étrange, c'est-à-dire une pièce d'artillerie avec plusieurs petits canons censés tirer en même temps. Alors on pourrait parler d'un très lointain ancêtre de la mitrailleuse, mais quand même très lointain, hein, vraiment. Bref, retenez qu'à cette époque, pour les armes, c'est pas mal. Pour les dirigeables, c'est de la science-fiction. Voilà, cela dit, le XVIIe siècle est une époque très accro aux armes expérimentales, aux prouesses techniques pour s'amuser ou pour collectionner. Le musée de l'armée à Paris a été créé d'abord sur une collection d'armes remarquables dont les centaines de pièces originales avaient été acquises tout au long de sa vie par Louis XIII. Et Louis XIII, c'est le roi que l'on voit dans Les Trois Mousquetaires. Ainsi, sa passion des dirigeables est certes un caprice, mais qui ne manque pas de clin d'œil historique. Je pourrais vous parler de tellement de choses. Ce film est un petit bijou de références historiques et littéraires bien maniées, et les adaptations ont du sens. J'aurais des tonnes et des tonnes de bricoles à vous raconter. Allez, petit détail pour le plaisir, mais qui n'a rien à voir avec des armes. À un moment, on voit des personnages dans la célèbre galerie des glaces de Versailles, qui n'existera pas avant quelques décennies. De la même manière, la flèche de Notre-Dame sur laquelle le dirigeable se fixe sera construite quelques siècles après.
Finalement, c'est un peu un bon résumé du film. Parfois, il y a des anachronismes qui sont de l'ordre du détail, ont à peine quelques décennies. Parfois, quelques arrangements, mais qui ne dénaturent pas l'ensemble. Les dirigeables sont un peu fous, mais globalement, en termes de costumes et thématiques, de tableaux d'ensemble, eh bien, c'est plutôt bon. Et malgré le ton léger de tout ça, eh bien, c'est très remarquable. Les Trois Mousquetaires. J'ai entendu parler de vous. Les Trois Mousquetaires, c'est quand même une des œuvres françaises les plus adaptées, que ça soit à l'écran ou dans à peu près tout et n'importe quoi, et ce, dans le monde entier. À titre personnel, la filmographie de Paul W.S. Anderson me semble assez discutable, mais sur ce coup, eh bien, je crois que l'adaptation n'a pas à rougir, et qu'elle se place largement au-dessus de beaucoup d'autres. Et moi-même en vous disant ça, j'ai peine à le croire, tant c'est complètement à rebours de sa réputation, et de ma propre perception avant de le revoir. Quand on voit ce que les gens en disent de prime abord, les dirigeables reviennent toujours au premier plan et cachent très largement tout ce que le film fait de positif. Parce qu'il arrive non seulement à ne pas être honteux en termes de costumes et d'époque, à ne pas être honteux en termes d'adaptation du roman d'Alexandre Dumas, mais également à ne pas être honteux en adaptant l'ambition de l'auteur des Trois Mousquetaires à notre période. Alexandre Dumas et Auguste Maquet ont pensé les Trois Mousquetaires comme une aventure historique romanesque, adaptée à leur époque, avec une écriture simple, efficace, percutante, conçu en feuilleton comme une série contemporaine, et c'est probablement pour ça que le roman se lit encore très bien de nos jours. Et aujourd'hui, la thématique romanesque, un peu classique, a moins de succès seule. Par chance, elle se combine merveilleusement bien avec notre tendance cinématographique la plus forte, le film d'action et d'aventure. Le succès de la licence Pirates des Caraïbes en est une bonne démonstration, le film d'Anderson étant sorti la même année que le 4e opus de la saga, La Fontaine de Jouvence. Il était donc très malin de tenter d'adapter cette recette en s'appuyant sur un des romans de KPDP les plus célèbres de tous les temps. En termes d'adaptation du roman, le travail a été fait à tous les niveaux, subtilement mais avec efficacité. Les dialogues sont assez bien construits pour emprunter beaucoup au roman, et sans pour autant que ces passages semblent détonner par rapport à l'ensemble, comme dans le film de Martin Bourboulon sorti récemment au cinéma. Les archétypes des personnages sont bien respectés, y compris dans leur complexité et leurs variations, particulièrement visibles chez Porthos, Aramis ou Richelieu. Un Richelieu qui colle très bien à l'esprit du roman, dans son attitude et dans ses mots. On regrettera évidemment son ambition machiavélique, désormais classique dans les adaptations, et un Louis XIII particulièrement caricaturé. Cela dit, ça n'a rien d'étonnant, c'est ce que Dumas lui-même voulait faire, Anderson a juste poussé les curseurs bien plus loin, et pourtant, il a quand même de très bons passages. Bien sûr, il y a simplification, adaptation, réécriture, mais est-ce vraiment pour le pire? En dehors des quelques excès, eh bien je trouve que chaque simplification a un sens, va piocher dans des références historiques intéressantes pour se rendre cohérente, et surtout, elle ne trahit jamais vraiment ses personnages. Dans le film, on a même la présence des valets, tous combinés en la personne de Planchet, qui dans le roman est uniquement le valet de D'Artagnan. Et c'est très rare dans les adaptations d'avoir les valets, parce que nos 4 compagnons ont chacun le leur normalement. Et la rareté des valets dans les adaptations, elle est malheureuse, parce qu'elle enlève des personnages clés pour l'intrigue, tout en se privant de bons moyens de mettre en avant l'aisance financière et sociale des mousquetaires, ce qui est indispensable à la compréhension profonde des personnages d'ailleurs, et 15 ans après, ça nous donne le film boueux de Martin Bourboulon, où les mousquetaires semblent pauvres, sales et absolument grossiers. Que les choses soient adaptées, sans trahir l'esprit d'origine, c'est normal, souhaitable et important. On peut adapter l'histoire, on peut adapter des romans, sans pour autant renier sa source d'inspiration. Finalement, on se demande si à travers les adaptations successives, les pertes ici et là du sens originel de nos personnages, eh bien, on n'a pas fini par les perdre. À tout vouloir gommer pour correspondre à la mode visuelle du moment, l'histoire perd de son sens. Et cette histoire, c'est la nôtre. Accepter qu'elle perde de son sens en la réécrivant sans cesse par effet de mode, c'est considérer que la mode et l'argent qu'elle génère a la priorité sur tout. En termes de vestimentaire, le monde se tourne de plus en plus vers des choses plus durables, avec une volonté d'adapter les industries pour qu'elles soient moins dévastatrices. Et cette question de la consommation à l'excès par effet de mode, elle est au centre de beaucoup de considérations individuelles comme politiques. Peut-être faut-il songer désormais que notre histoire mérite mieux qu'une énième adaptation insipide qui ressemble à tout ce qui sort en ce moment, ou des manipulations grossières pour des ambitions plus que discutables. En tout cas, à mon sens, les Trois Mousquetaires de 2011 avaient réussi ce tour de force d'adapter toutes les thématiques historiques, romanesques et littéraires à notre sauce contemporaine, sans jouer le mauvais jeu du sombre injustifié. Du panache, de la couleur, de la propreté, un univers historique certes romancé mais qui ne trahit ni les Trois Mousquetaires, ni le XVIIe siècle. Malheureusement, cette même année allait être portée sur nos écrans une licence littéraire qui a fait énormément de mal, en installant plus profondément cette mode sombre et sale. Il s'agit de Game of Thrones. À tel point que désormais, il semble difficile d'en ressortir, mais je garde espoir avec une phrase qui m'a toujours beaucoup habité. Ce qui est populaire, vous n'êtes qu'à un succès de le changer.
Et ça, nous en reparlerons.